Piasecki, un 1-2 avec Ouattara et très belle frappe de Francis Piasecki. Mais à côté, beau mouvement, toujours 0-0. Et c'est Laval tout de suite qui va se voir offrir un ballon très favorable après que la Cuesta ait perdu ici le ballon. Un départ, une percée de Souto qui se fait légèrement regarder déséquilibré à l'entrée de la surface de réparation. Mais il ne se passe rien. La fin approche, on essaye d'accélérer. La Cuesta qui lance maintenant Nielsen, pris entre deux oranges et qui réclame bien sûr le pénalty qu'il n'obtient pas. Alors la meilleure façon, vous le devinez, de parvenir à ses fins, c'est d'essayer de recommencer. C'est ce que les Bleus vont faire avec à nouveau Nielsen qui démarre, qui perce, toujours deux oranges. Il n'en reste qu'une, c'est Bouygues qui le stoppe dans la surface de réparation. Et c'est cette fois le pénalty. Nielsen, ancien joueur de Mönchengladbach, mais qui a souvent été blessé. La faute, légèrement à l'intérieur de la surface. Pénalty. Le Schtroumpf se prépare. Mais 1-0 pour Piasecki à 7 minutes de la fin. Mais oublions le championnat et voyons ce que l'on pense de l'Europe de l'Austria de Vienne. Maintenant qu'on a battu le Dynamo de Kiev, on va finir par se prendre pour des prétentieux et puis aborder les autres clubs et notamment l'Austria de Vienne avec des intentions bien arrêtées. On sait que c'est un adversaire redoutable, qui a l'habitude lui aussi des joutes internationales, qui a fait déjà sa place sur le plan européen et que par conséquent c'est encore un gros morceau. Mais nous irons avec la même ambition, les mêmes idées bien arrêtées de réussir, de baser notre football sur la générosité, l'enthousiasme et puis l'envie de réussir qui nous permettra peut-être encore de bousculer l'Austria. Oui, Jean-Dominique, vous aviez effectué aussi l'interview du président André Bord. Aujourd'hui, l'actualité ne nous permet pas de diffuser cette interview. Ce sera pour la semaine prochaine que le président se rassure. Il répondait à Giroud à propos justement des journées de championnat. Il souhaiterait qu'on joue en France le samedi soir. Donc on en reparlera dimanche prochain. Maintenant, les buts de deux autres rencontres, Lille-Monaco et Rouen-Toulon, toujours en championnat hier soir. Nous commençons par Lille, avec un centre de Péan, une tête de Kourichi. Lille mène 1-0. C'est la 7e minute. À 3 minutes de la fin, vous allez voir Bernard Gingini égaliser de la tête pour Monaco. La marque finale, Lille 1, Monaco 1. Rouen maintenant, qui joue en rouge face à Toulon. 29e minute, Clem Cani pour Monzuc, Rouen 1, Toulon 0. Coup franc d'Aymon. Neubert égalise 1-1 entre Rouen et Toulon. Voici les résultats complets. Une seule victoire à l'extérieur. Paris Saint-Germain qui a gagné à Rennes, donc une équipe européenne qui confirme à l'extérieur. Les héros sont fatigués, Laval et Lens sont battus, mais il est vrai à l'extérieur. Alors que Saint-Étienne obtient un nul méritoire à Nîmes. Le classement maintenant vous montre que Bordeaux se détache. Bordeaux a 3 points d'avance sur Monaco et 4 sur Auxerre et le Paris Saint-Germain qui revient. Dans le bas du tableau, eh oui, Rennes encore battu sur son terrain. C'est dur pour les Rennais qui sont seuls derniers, Metz avant-dernier. Saint-Étienne antépénultième, mais je vous l'ai dit, Saint-Étienne revient maintenant. Et nous passons au spécial Coupe d'Europe. Vous avez vu la plupart de ces rencontres mercredi soir, mais nous allons maintenant y revenir. Et tout d'abord, Georges Dominique avec Nantes, le champion de France, qui a failli réussir l'exploit face au Rapide de Vienne. En tout cas, l'ordinateur de nos amis de l'équipe Magazine ne s'était pas trompé. Après de savants calculs, il avait dit qu'il y avait pour les Nantais 9 chances sur 100 de qualification. L'ordinateur a tremblé. Mais ça s'est passé selon les prédictions. Voici ce match donc en 10 phases. La 13e minute ici qui a failli sonner le glas des espérances nantaises. Malheureusement ici, le 10 blanc n'ose pas tenter sa chance. Il offre un cadeau presque empoisonné à Krankel. Krankel qui, regardez, n'a pas le temps de se retourner. Camis met déjà ses petites bielles en action. Mais il faudra un petit coup de piston de Baron Kelly pour faire chauffer la machine. Et 90 secondes plus tard, la machine nantaise tourne à plein régime, et on peut le dire avec brio et Rio. Encore un petit but et le 3-0, la claque du match aller est gommée. Amis tout de suite va bien mettre la gomme, mais malheureusement sur son mauvais pied. 19e minute. Coup franc, Panenka Ayash. Pour la 3e fois, le défenseur jaune a jailli trop tôt.
Alors, carton jaune. Et tout de suite, 4e essai. Ça touche au passage la crinière de Poulain. 2-1. Il faut maintenant un 5-1 pour que les Viennois soient éliminés. Ils ont donc la partie facile et la rendent plutôt difficile pour Bertrand Demanne. 5 minutes au tapis. Après quoi, 2 maillots jaunes, Touré et Muller, vont à leur tour au tapis. Penalty, 3-1 par Muller. Muller, Rio et Ayache veulent encore y croire, mais l'ordinateur ne s'était pas trompé, il donnait 9 chances sur 100 aux Nantais, je vous l'ai dit. Ils ont certes gagné, mais ils quittent malgré tout la scène européenne tête basse, car la France a perdu son champion. Voilà, donc la France a perdu son champion, mais en coupe des vainqueurs de coupe, le Paris Saint-Germain, lui, au Parc des Princes, a confirmé son succès du match aller sur Glentoran. Glentoran, c'est une équipe de l'Irlande du Nord, et Bernard Renault était au Parc des Princes pour nous faire le résumé de cette rencontre, gagnée par les Parisiens de Buzyn. Raison de se méfier de ces diables d'Irlandais de Glentoran. Et oui, mercredi soir, dès les premières minutes du match, on s'est tout de suite aperçu qu'ils n'étaient pas venus à Paris pour y faire du tourisme. En revanche, du côté parisien, on se demandait vraiment ce qui se passait. Un vrai festival de maladresse. Tant et si bien qu'à la 20e minute, c'est tout à fait logiquement que sur une action amorcée au départ par Manley, Mulan va reprendre victorieusement le ballon repoussé par Baratelli. Voilà l'action. 1-0, c'est la stupeur dans le Parc des Princes, c'est la joie dans le camp irlandais. Et à ce moment-là, on se pose des questions. Les Irlandais vont-ils continuer à attaquer ou bien préserver leur avantage? Réponse, l'attaque. Mais les Parisiens serrent leur garde. Et à la 35e minute, ils sont à 2 doigts d'égaliser. Voilà, c'est l'arrière Dixon qui a sauvé en corner. Un corner qui ne donnera rien. 42e minute, c'est le tournant de la rencontre. Rocheteau, blessé lors du match contre Monaco, remplace Daled qui souffre des adducteurs. Et l'entrée de Dominique Rocheteau va secouer l'attaque parisienne qui en avait bien besoin. Rocheteau va être à l'origine d'une action dangereuse. Regardez, il va relancer, mais le tir lointain de Zaramba ne donnera rien. Rien donc avant la mi-temps, une mi-temps qui va permettre aux joueurs du PSG de faire le point et aux 20 000 spectateurs de se remonter le moral. Avec les majorettes, on se le remonte comme on peut. En tout cas, dès la reprise, on sent que ça va déjà nettement mieux. Battenet intercepte, transmet à Suzik qui lance Rocheteau. Rocheteau est fauché par Patterson. C'est le penalty indiscutable. Un penalty que Battenet va se faire une joie de transformer. Un partout, ça va déjà nettement mieux. Les Parisiens respirent, mais à la 60e minute, les Irlandais vont leur donner des sueurs froides. Centre de Nel. Merci Baratelli. 5 minutes plus tard, c'est au tour de Ngom de manquer l'immanquable. La délivrance va survenir à la 76e minute. Abreu, très bon mercredi soir, donne à Rocheteau qui s'enfonce sur la droite, centre. Ngom cafouille. Il passe à Suzik qui lui ne rate pas l'occasion de mettre tout le monde d'accord. 2-1, ce sera le score final, mais les Parisiens n'ont absolument pas convaincu. Et au prochain tour, le Paris Saint-Germain rencontrera la Juventus de Turin. Et oui, le club de Platini qui rencontre Dansk là. Mais les Turinois avaient gagné 7-0 au match aller. Ils vont même l'emporter à Dansk par 3-2. Le premier but italien marqué par Vignola. Alors qu'il y a un peu d'ombre et de soleil, donc nous ne soyons pas en Espagne, ce n'est pas une corrida. Donc Vignola marque 1-0, égalisation par Kowalczyk à la 27e minute, un but partout. Ensuite, les Polonais de Dansk vont marquer sur penalty par Kruzinski. 2-1 pour Dansk. Et en fin de match, les Italiens vont l'emporter. Pourtant, ils sont déjà qualifiés. Tout d'abord, Tavola va égaliser pour l'équipe de la Juventus. Et le dernier but sera réussi dans quelques instants après cette magnifique reprise de volée, alors que vous voyez Paolo Rossi en action, par Boniek. 3-2 pour la Juventus.
Paris Saint-Germain, Juventus de Turin au Parc des Princes le 19. Ben voilà, un match qui va sans doute faire exploser le Parc des Princes. Alors ne nous téléphonez plus, je pense que nous n'avons plus de place de disponible. Bien, vous, Frédéric Jaillant, vous avez finalement assisté à la plus belle victoire d'un club français, Laval, puisque Laval est opposé au Dynamo de Kiev qui, sur le plan européen, comptait. Ah bah c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, oui. Et alors, avant le match de mercredi soir, les données étaient très simples. À l'aller, Laval avait déjà réussi l'exploit de faire match nul à Kiev, 0 partout. Ce qui veut dire que si les Lavallois voulaient se qualifier, tout en évitant l'épreuve des pénaltys, ils devaient absolument gagner. Alors, c'était la première fois qu'un match de Coupe d'Europe se disputait à Laval, et l'événement avait évidemment attiré la grande foule au stade Francis Lebasser, près de 20 000 spectateurs. Un public enthousiaste mais un peu impressionné quand même par la réputation des joueurs soviétiques. Ce n'est pas le cas de Laval, avec ici une première occasion, un coup franc tiré par Stefanini mais finalement dévié en corner. Ce qui est important, c'est que Laval vient de se créer une occasion et ça compte quand on sait qu'au match aller, les Lavallois ne s'étaient pas montrés dangereux une seule fois. Les Lavallois ont donc entamé le match très rapidement. Ici, un bon mouvement avec Souto. Un bon tir de Souto, mais ça passe au-dessus. Tout ça après 8 minutes de jeu. Souto, on va le retrouver 1 minute plus tard. Le voici, encore un bon tir, mais cette fois, Mikhailov est sur la trajectoire. Pendant le premier quart d'heure, les Soviétiques n'ont pas eu la possibilité de placer le moindre contre. Et finalement, ce n'est qu'après 16 minutes de jeu qu'ils font leur première incursion dans le camp lavallois, avec Blokin ici. Blokin qui a bien orchestré le jeu de son équipe. Il reprend le ballon, un bon tir, mais Godard arrête sans problème. Dans ces conditions, le public y croit de plus en plus, les joueurs de Laval également. Quant aux Soviétiques, ils tentent de réagir avec Demyanenko, puis Bâle, ici en possession du ballon, un centre contré. À la réception se trouve Séné. Séné qui, une fois de plus, prend le meilleur sur son garde du corps FCIF. Il descend une bonne partie du terrain. Un tir contré, le ballon revient à Yank. Finalement, c'est encore contré, c'est Souto qui marque pour Laval. On revoit l'action de Séné. Et c'est en voulant dégager, regardez bien qu'un défenseur soviétique, en l'occurrence Oliferenko, dépose le ballon sur la tête de Souto. 1-0 donc pour Laval après 33 minutes de jeu. À partir de cet instant, les Soviétiques vont être beaucoup plus dangereux. Ici, ils égalisent même grâce à cette tête de Evtuchenko, mais le but est refusé. Difficile de dire précisément pourquoi. La seule explication, c'est que Zavarov, ici en possession du ballon, était hors jeu au moment où il recevait le ballon. Enfin ça, on ne le voit pas sur nos images. En tout cas, la mi-temps est bel et bien sifflée sur le score de 1-0 en faveur de Laval. Et autant les Soviétiques ont été privés de ballon en première période, autant ils vont dominer en deuxième. Jean-Michel Godard va avoir alors de nouveau l'occasion de se mettre en évidence. On se croirait revenu 15 jours en arrière, les Soviétiques se trouvant constamment dans le camp lavallois, se procurant de nombreuses occasions. Comme ici avec cette tête de Evtuchenko qui passe juste à côté. Quant aux Lavallois, eh bien leurs réactions se font de plus en plus rares, même si ici Klaus Jan parvient à s'échapper. Il descend tout le terrain, mais vous le voyez, il manque d'appui, il n'a personne près de lui, alors il continue, et puis finalement il obtient un coup franc. C'est sans doute ce qu'il pouvait espérer de mieux. On joue alors depuis 20 minutes en deuxième mi-temps, et ce sera pratiquement la dernière occasion pour Laval. Et d'ailleurs le tir de Souto est passé largement au-dessus. Côté soviétique, on fait le forcing. Les joueurs de Kiev, les joueurs de Laval plutôt, sont tous regroupés en défense. Et Kuznetsov ici est bien prêt de marquer pour Kiev. Sur cette action, le défenseur de Kiev, vous allez le voir, a bien joué le coup. Un tir instantané, mais ça passe juste à côté. À 5 minutes de la fin du match, ça va passer encore plus près, c'est-à-dire que le ballon va carrément heurter la transversale à la suite de ce centre, et cette fois Godard n'avait pas bougé. Godard qui a été remarquable aussi bien au cours du match aller qu'au match retour, et qui en plus a eu de la chance, la preuve. Les toutes dernières minutes seront particulièrement pénibles, et pour les joueurs et pour le public de Laval, d'autant que les Soviétiques vont se créer une ultime occasion avec un nouveau tir de Kuznetsov. Mais cette fois, ce n'est pas la chance, c'est Godard qui sauve encore son équipe. On revoit cette action, il n'y en aura plus d'autres. Laval élimine donc Kiev grâce à sa victoire à 1-0. Mais il était temps que le match se termine. Joueurs et spectateurs peuvent se libérer, regarder et écouter.
avec au passage toute la déception des soviétiques. La tenue, hein. C'est super, hein. Oh la vache. J'y crois pas encore, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui m'arrive surtout, oui, c'est vrai, je suis le plus jeune. Et à 20 ans, faire une Coupe d'Europe et battre le Dynamo de Kiev, c'est vraiment fantastique. J'ai eu peur, mais quand j'ai vu le centre et la tête qui a rebondi sur la transversale, j'ai dit qu'ils vont pas marquer parce qu'on a vraiment la chance avec nous, ça. Bravo, c'est une belle soirée. Pas pour vous, c'est une très grande soirée pour le football français. Réussir comme ce soir, je crois que c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour une équipe française. Et je crois que c'est une victoire de la moralité parce que sans grands moyens, mais avec de l'enthousiasme, avec du cœur, eh bien on peut faire des résultats internationaux. Vous avez félicité Michel Le Minimeur? Je vais d'abord l'embrasser parce que c'est sa fête et surtout parce que c'est une belle soirée. Il se trouve que bon, on est heureux et que maintenant on n'a plus qu'à souci crier notre joie. Pour Laval, l'aventure continue. Pour Laval, l'aventure continue, c'est vrai. J'espère qu'on aura un tirage cette fois-ci, disons, plus abordable. Eh bien, ce tirage au sort, il n'a pas été très abordable précisément, puisqu'au prochain tour, les Lavallois devront affronter l'Austria de Vienne. L'Austria qui a terminé 2e du dernier championnat d'Autriche, derrière le Rapid.